Bien, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai bien sûr par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien que vos études se déroulent comme vous le souhaitez, beaucoup de succès dans vos travaux divers. Alors, je vais vous expliquer en deux mots quelle va être la façon de procéder du deuxième semestre de ce séminaire, qui sera un peu différente de celle du premier semestre. Bon, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le séminaire l'année dernière, vous connaissez déjà le principe. Au deuxième semestre, il y aura une grande majorité de séances occupées par des conférenciers. Des conférenciers qui viendront intervenir sur des thèmes en rapport avec la question de l'analogie. Donc c'est une façon d'ouvrir, vous voyez, cette introduction en introduisant des points de vue d'autres spécialistes que moi, des gens qui sont spécialistes de domaines dont je ne suis pas spécialiste, mais qui apportent quelque chose à la problématique de l'analogie. Alors, je n'ai pas encore le programme précis en termes de date, mais je connais déjà les invités de ce séminaire et qui va parler déjà la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera Thomas Vergence qui va parler d'analogie et de diachronie. C'est un professeur qui est à l'université de Toulouse et qui est spécialiste de linguistique diachronique, donc il nous parlera de l'intérêt du concept d'analogie en diachronie et de la problématisation du concept d'analogie en diachronie. Parmi les autres intervenants, nous aurons Anne-Gaëlle Toutain, qui est une spécialiste de Saussure, qui va nous parler de la question de l'arbitraire, d'une façon beaucoup plus approfondie que les choses un peu rapides que je vous ai dites dans le cadre de ce cours. Nous aurons aussi Brigitte Garcia, qui est une spécialiste des langues des signes, et en particulier de la langue des signes française. Et donc elle nous parlera du rôle de l'iconicité dans les langues des signes. Nous aurons également Jean-René Ladmiral, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est le grand spécialiste français de la traductologie. Et il viendra parler d'analogie et traduction, puisque la traduction, le phénomène de la traduction, le processus de traduction, peut être vu comme une façon de mettre en relation d'analogie de texte, ou trouver un analogue à un autre texte. Nous aurons aussi Marco Faciolo, qui enseigne ici, et qui nous parlera du lien entre l'énoncé et la question de l'iconicité ou de l'analogie. Et je crois que je n'ai oublié personne. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, le programme sera complet avec les dates, etc. Et je vous le diffuserai sur le site. Cela nous laissera normalement 2 séances au moins pour des exposés. Alors, je vous donnerai aussi les dates, mais certains d'entre vous avaient souhaité faire un exposé au premier semestre, ça n'avait pas été possible, donc on en reparlera la semaine prochaine, mais ceux d'entre vous qui souhaiteriez faire un exposé pour ce semestre, c'est possible, malgré tout. Et puis il y a la séance d'aujourd'hui, qui donc va être consacrée à un problème particulier dont j'avais dit que je l'aborderais, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est la question de l'argument ou de l'argumentation par analogie. Alors, à la fin de la séance, je garderai du temps pour qu'on parle des travaux que vous avez rendus, que je n'ai pas encore transmis les notes, etc., etc. Mais bon, on parlera de tout ça après, si vous le souhaitez. Et puis je répondrai aux questions, etc. Mais bon, je préfère commencer donc par cette séance. J'espère que j'aurai le temps de terminer. J'ai prévu quelque chose peut-être d'un petit peu long, mais tant pis, si je n'ai pas terminé, je le ferai à l'occasion d'une des séances d'exposé qui, en général, ne prennent pas forcément les 2 heures. Je vous dis quand même que je vous remercie de la qualité d'ensemble des travaux que vous avez rendus. C'est extrêmement intéressant de lire tout cela. Je pense que vous avez beaucoup travaillé et c'est très bien. Alors, aujourd'hui donc, nous allons parler de cette question de l'argument par analogie ou de l'argumentation par analogie. Alors,
Je vous invite évidemment, mais on l'a fait déjà au premier semestre, à m'interrompre si nécessaire, à poser des questions. Hein. C'est une réflexion, pour moi, cette réflexion sur le rôle de l'analogie dans l'argumentation, qui est assez récente. Disons que jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'occasion d'approfondir ce problème. Je l'ai fait à l'occasion récemment d'un cours dans un autre contexte, et je le fais là aujourd'hui, mais n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des désaccords, des choses, à m'en faire part, parce que bien sûr que vos avis peuvent nourrir aussi ma réflexion. Alors, je vais commencer par deux exemples pour qu'on sache bien de quoi on parle. Le premier exemple, c'est celui-ci. Alors vous allez voir, c'est un exemple visuel et sonore. Alors on n'a pas le son, mais c'est sous-titré, donc même si vous n'entendez pas très bien, vous comprendrez. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they go, "Oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you." Then you know they want a cup of tea. If you say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, "Yes, please. That's kind of you." And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, "Do you want tea?" because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, "But you wanted tea last week." Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, "But you wanted tea last night." But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Voilà, ce premier exemple, vous comprenez tout de suite pourquoi cet exemple m'intéresse du point de vue de la question de l'argument par analogie, de l'argumentation par analogie. Hein, la question qu'on va poser, ce sera: comment se fait-il que une argumentation de ce type, qui part d'une comparaison entre deux choses qui n'ont rien à voir, hein, la question des relations sexuelles et la question d'avoir, de prendre du thé, hein, de boire du thé. Bien. Deux choses complètement distantes. Comment se fait-il qu'en expliquant quelque chose qui a à voir avec le consentement en matière de sexualité, en parlant
à partir du thé, de boire une tasse de thé, comment se fait-il que cela soit plus démonstratif? J'y reviendrai tout à l'heure, après le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple est celui-ci. C'est la question du burkini, qui a été une polémique assez vivace l'été dernier, cet été. Et je vous donne ici un exemple, mais si on a le temps, on verra d'autres exemples, parce que la presse est abondante sur ce sujet. Un exemple que j'ai emprunté ici à un article du Figaro. Je lis uniquement la fin. On reste pantois dans un pays qui se prétend si cartésien devant l'argumentation pro-Burkini, et notamment devant le parallèle établi avec les maillots couvrants de la Belle Époque. Alors, le texte est le suivant, mais il s'agit d'une question de logique. L'on reste pantois dans un pays qui se prétend si cartésien devant l'argumentation pro-Burkini, et notamment devant le parallèle établi avec les maillots couvrants de la Belle Époque. Donc l'idée, c'est de dire que oui, on peut mettre des burkinis de la même manière que autrefois on utilisait des maillots de bain qui couvraient tout le corps. C'est ça que visent les maillots couvrants de la Belle Époque. On reconnaîtra ici un raisonnement par analogie. Le burkini A est aux musulmanes d'aujourd'hui, B, ce que le maillot couvrant C était aux françaises d'autrefois, D. Donc A est à B, ce que C est à D. Et un parfait exemple de ce que les spécialistes de l'argumentation appellent une fallacy, une perversion des faits et ou du raisonnement. Donc ici, vous voyez que l'analogie est considérée comme un raisonnement intervenant dans un débat, disons, un débat un peu politique, mais qui concerne, dont toutes sortes de gens peuvent s'emparer. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait comme des débats techniques, économiques, etc., où il faut des connaissances pour pouvoir en parler. Apparemment, là, c'est un débat qui a pu avoir du succès parce que c'est quelque chose qui est facile à aborder, disons, tout au moins en première analyse. Et ici, le journaliste considère que le raisonnement par analogie, de toute façon, est un raisonnement faux, qui mène à l'erreur. Donc, pour lui, on ne peut pas dire que le burkini est aux musulmanes d'aujourd'hui, ce que le maillot couvrant est aux françaises d'autrefois. On verra que, en réalité, cette question du burkini est là très souvent dans les débats solliciter des raisonnements par analogie. Pour défendre leur position, les gens, au lieu de donner des arguments, disons, directs, très souvent ont utilisé des parallèles, des analogies, des comparaisons pour faire comprendre ou faire partager leur point de vue. Alors, le problème, vous voyez, est un peu du même ordre entre la question, disons, du consentement dans la sexualité vu comme un consentement à boire une tasse de thé, et puis ici, la question de l'analogie entre, par exemple, ici, le burkini et un maillot de bain de forme ancienne. Donc, je redis la question que je pose ici, c'est comment se fait-il que, en recourant à un exemple de ce genre-là, c'est-à-dire en disant, oui, pourquoi vous embêtez les gens qui utilisent des burkinis? Autrefois, on mettait bien des maillots de bain couvrants. Si ce journaliste juge nécessaire, et là vous n'avez qu'une petite partie de son texte, s'il juge nécessaire de dire que ce type de raisonnement est faux par définition parce que c'est un raisonnement par analogie, ce en quoi il a tort d'une manière générale, mais bon, en tout cas c'est son point de vue, disons, de journaliste, comment se fait-il alors que pour défendre le burkini, on ait besoin d'aller chercher autre chose? Pourquoi est-ce que c'est un argument qui peut être perçu, au moins par celui qui l'émet, comme un argument probant? Et de même, donc,
pour le cas du thé et du consentement, je ne vous ai pas dit, mais cette campagne qui a été réalisée par une équipe très solide, très professionnelle, hein, je veux dire la réalisation du petit clip est très très professionnelle. Ça a eu un tel succès que la police de Londres l'a utilisé comme moyen institutionnel de protection des gens contre les agressions sexuelles. Hein. Et donc, je ne me souviens plus combien de millions de vues a eu ce clip, mais il a eu énormément de succès. Et les gens, la plupart, le public, a très souvent dit, mais oui, bien sûr, on comprend bien comme ça. Hein. Alors comment se fait-il qu'on ait besoin d'une analogie avec boire du thé pour comprendre quelque chose qui touche les relations dans un cadre de relations qui ont à voir avec la sexualité. Donc c'est ce genre de questions qu'on va examiner. Notez que bien que la vidéo est un aspect d'image, hein, c'est un texte aussi. Au fond, l'image est là pour, à mon avis, appuyer certains aspects du texte, mais vous pouvez très bien simplement écouter le texte. Et donc, il y a bien une dimension textuelle de cette analogie entre le thé et le consentement. Alors, comment on va aborder ce problème ? D'abord, je vais rappeler quelle est la place de l'argumentation dans la problématique générale de l'analogie, et je vais rappeler assez rapidement qu'on peut la voir comme une des fonctions de l'analogie. Enfin, quand je dis rappeler, c'est parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire ça, peut-être pas avec vous, mais bon, vous me direz si je me répète ou pas. Ensuite, on regardera comment se situe l'argument par analogie dans la problématique générale de l'argumentation. Donc ça va nous obliger à entrer un petit peu dans le détail de l'analyse argumentative. Et puis, enfin, quand on aura ces deux éléments, on verra comment les spécialistes d'argumentation approchent l'argumentation par analogie. Alors, ce qu'on verra, c'est que la façon dont je vais définir l'analogie au début va nous amener à avoir un certain recul critique sur les approches, disons, habituelles de l'argumentation par analogie. Alors, je commence par rappeler très vite ce que j'entends moi par analogie. Hein. Vous vous souvenez, ça j'ai eu l'occasion de le dire dès le début, je fais une différence importante entre la similarité et l'analogie. La similarité, c'est une relation de base à partir de laquelle on peut conclure en faveur d'une identité ou d'une différence. Donc, autrement dit, l'analogie, c'est un processus cognitif qui vise à transformer une similarité en identité. On considère qu'une similarité, dans une certaine perspective, pour un certain but, dans une certaine optique, d'un certain point de vue, une similarité peut être traitée comme une identité. Le processus inverse, c'est la différenciation. Hein. Oui, c'est similaire, mais en fait, c'est quand même très différent. Il ne faut pas confondre. Hein. En gros, l'analogie, le contraire du processus d'analogique, c'est le processus de différenciation, qui consiste à dire, effectivement, oui, d'accord, ça se ressemble, mais attention, il ne faut pas confondre, c'est très différent. Donc, dans le cas de l'analogie, les propriétés communes entre les entités similaires sont vues comme étant plus importantes que les propriétés différentielles. Donc, ça conduit à cette définition de l'analogie comme processus cognitif qui requiert ou qui repose sur une relation de similarité entre deux entités ou plus. Le reste est un peu moins important. Alors, quand on décrit les analogies,
on peut les décrire en utilisant toutes sortes d'oppositions. Alors, on peut distinguer les analogies homogènes des analogies hétérogènes. Ça, je crois que j'ai déjà eu un peu l'occasion de vous en parler. Les analogies homogènes, ce sont des analogies entre des entités qui font partie du même monde. Par exemple, entre signifiants, entre signifiés, entre concepts. Alors que les analogies hétérogènes, elles sont, par exemple, entre un signifiant et un signifié. Le niveau de l'analogie, c'est que certaines analogies sont d'un niveau très bas, c'est-à-dire proche du niveau sensoriel, tandis que les analogies de haut niveau sont se situent plus sur un plan conceptuel. Quant à la structure de l'analogie, ça c'est un point aussi qu'on a déjà vu, on distingue l'analogie binaire entre deux éléments et l'analogie proportionnelle entre quatre éléments, qui est de type A est AB, ce que c'est AD. Alors attention, parfois l'analogie binaire en surface correspond à une analogie proportionnelle en profondeur. La profondeur de l'analogie, justement, il y a des analogies plutôt superficielles qui reposent sur des attributs de surface, et puis des analogies de structure. Ça rejoint un petit peu cette distinction entre analogie binaire et analogie proportionnelle, mais certains auteurs utilisent plutôt cette distinction entre une analogie superficielle et une analogie structurelle. Le type ontologique, il y a des analogies, quand je parle d'analogie d'essence, ça veut dire que l'analogie, elle est dans la nature. La similarité, elle est dans la nature. Alors que l'analogie de représentation, elle est fondée sur des similarités qui sont simplement des représentations du monde, des représentations qui peuvent être plus ou moins partagées subjectivement. L'analogie peut être plus ou moins spontanée ou plus ou moins volontaire, spontanée ou automatique et plus ou moins volontaire. Et puis il y a ce qu'on peut appeler un degré de sédimentation de l'analogie. Il y a des analogies qui sont bien stabilisées cognitivement ou culturellement, des analogies partagées, des métaphores habituelles par exemple, et puis des analogies qui sont innovantes. Bon, ça c'est pour un point de vue simplement descriptif. Maintenant, quand on s'intéresse non plus seulement à la description, mais à l'analyse des fonctions de l'analogie, on peut distinguer 5 grandes fonctions, qui sont les fonctions catégorielles, régularisatrices, iconiques, figuratives, et la fonction discursive ou argumentative, dans laquelle donc on va situer l'argument par analogie ou l'argumentation par analogie. Alors, je passe un petit peu relativement rapidement sur chacune de ces fonctions parce que on en a déjà parlé, mais d'une manière, disons, plus ou moins rapide. Donc, la fonction catégorielle, c'est vraiment la fonction majeure, principale, élémentaire. On peut distinguer entre des catégories de sens et des catégories de forme, classiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à des catégories de sens, donc on va avoir des analogies homogènes, c'est-à-dire entre choses, par exemple, enfin entre concepts, entre signifiés, etc., qui vont produire simplement les dénominations. Une dénomination, si j'utilise un mot pour dire chaise, table, etc., c'est que ce mot s'applique à toute une catégorie disons de signifiés qui eux-mêmes renvoient à des choses ayant des similarités entre eux. Et cette notion de fonction catégorielle au plan du sens, elle renvoie au fait que, d'une part, enfin au fait par exemple, qu'il y a des parentés de sens entre des mots, de la parasynonymie, de la polysémie, etc. Il y a toutes sortes de problèmes de ce genre-là qui sont inclus dans cette fonction catégorielle. Mais c'est simplement les catégories aussi au sens de la linguistique cognitive. Une catégorie quelconque, c'est une catégorie de sens. Les catégories de forme, ce sont les phonèmes.
Et puis, cette notion de fonction catégorielle, c'est-à-dire cette idée que, quel que soit le plan sur lequel on se situe, on fabrique systématiquement des catégories. L'être humain ne peut pas fonctionner sans fabriquer des catégories. On le sait même du point de vue social. On catégorise les gens, par exemple. Bon, voilà, on reproche parfois aux gens de catégoriser, mais ça ne sert à rien de le reprocher. On ne peut pas, il n'y a pas plus humain que le fait de catégoriser. Simplement, il y a différentes catégories, et on peut discuter sur la nature des catégories. Bon, la catégorie joue sur tous les plans. La catégorisation joue sur tous les plans. Pas seulement la catégorisation au sens de la catégorisation conceptuelle, etc. Au sens, je veux dire, où le concept est une catégorie. Au sens où le phonème est une catégorie. Mais aussi, les textes peuvent être vus comme des catégories. Il y a des catégories de textes. C'est ce qu'on appelle les genres. Les genres, les gens qui travaillent sur la typologie des genres textuels, etc., qu'est-ce qu'ils font sans le savoir? Ils travaillent sur des formes d'analogie entre textes qui se situent au niveau du genre et qui construisent des catégories. Les contextes aussi, parce que très souvent, on travaille sur le fait que certains contextes contribuent à la signification. Mais notre relation à l'environnement extérieur est telle que nous catégorisons aussi les contextes. Chaque contexte n'est pas singulier. Les contextes, nous pouvons les faire intervenir dans la construction du sens parce que nous voyons certaines situations comme appartenant à la même catégorie de contexte. Donc même le concept de contexte suppose de la catégorisation. Bien. Alors, deuxième fonction, la fonction, alors là qui est plus, disons, liée à la morphologie, la fonction régularisatrice, c'est celle qui est décrite dans le cours de linguistique générale sous la forme du principe de la motivation relative. Bon, je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans l'histoire des langues. Il y a toute une branche de la morphologie qu'on appelle la morphologie naturelle, qui est développée par certains chercheurs, qui part de ce principe qu'il y a des régularités et on essaie de les trouver. Les langues ne font pas n'importe quoi, donc même dans leurs évolutions, etc. Il y a des choses qu'on ne trouve jamais, des choses qu'on trouve souvent. Alors la fonction iconique, on en a déjà un petit peu parlé, vous vous souvenez, avec Maluma Takete. Là, c'est une analogie de type hétérogène, puisqu'on a une analogie entre un signifiant et un signifié. Bon, le A qui renvoie au grand, le I au petit, ou l'opposition IA qui renvoie à l'opposition petitesse grandeur, etc. Je passe vite parce que ça ne touche que marginalement notre sujet. Alors la fonction figurative, là, ça va être plus important pour nous parce que on va voir que cette notion d'effet d'image qui est produit dans certaines argumentations joue un rôle important. Alors, ce qu'on entend par fonction figurative de l'analogie ici, c'est typiquement ce qu'on a dans une métaphore. Dans une métaphore, on a un effet d'image. Même dans une métaphore très, très stabilisée, enfin très lexicalisée, par exemple dire couper les ponts au lieu de dire cesser toute relation. Bon, il n'est pas nécessaire d'être linguiste pour sentir que couper les ponts, c'est imagé, c'est figuré par rapport à cesser toute relation. Et ça, c'est vraiment un savoir que possède tout locuteur spontané. N'importe qui, sans jamais avoir fait de linguistique, sent et connaît cette différence entre une expression dite imagée, figurée, et une expression qui ne l'est pas, disons littérale, peu importe. Mais cette
cette différence entre couper les ponts, par exemple, et cesser toute relation, elle produit une image, mais pourtant ce sont des mots. Alors là, il y a quelque chose d'étrange à réfléchir et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, dans le cas de l'analogie proportionnelle, on peut avoir, toujours dans la fonction figurative, des analogies qui ont une forme argumentative, qui servent à argumenter dans un certain sens. Alors, par exemple, cette phrase de Robespierre, « Les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine. » Les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine. Donc, le sens de cette analogie est clair, hein, c'est les charlatans par rapport à la médecine, ce sont évidemment pas des bons médecins, ce sont des gens qui vous donnent des médicaments qui ne vous guérissent pas, d'accord ? Donc l'idée ici, c'est que les prêtres sont de mauvais repères intellectuels ou moraux, enfin bon, sont de mauvais repères pour de mauvais exemples ou ne sont pas des modèles à suivre pour ce qui concerne la morale. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre la morale, mais qu'on est contre, de la même manière qu'on peut dire qu'il y a des charlatans, ça n'est pas être contre la médecine. Hein. Dire les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine, c'est que pour développer une morale, il vaut mieux ne pas s'adresser aux prêtres. Hein. De même que pour faire de la médecine, il vaut mieux ne pas s'adresser aux charlatans. Par ailleurs, il y a une autre dimension, c'est que les charlatans... leur propriété, c'est pas seulement qu'ils disent des choses fausses et qu'ils sont des menteurs. Il y a aussi le fait que le charlatan, il a du succès. Un bon charlatan, c'est quelqu'un qui convainc aisément. Hein. Donc cette deuxième dimension est aussi présente dans les prêtres sont à la morale, ce que les charlatans sont à la médecine. Mais ce que je veux mettre en valeur ici, c'est que cette structure argumentative A est à B, ce que C est à D, pour expliquer ce que sont les prêtres, selon Robespierre, est évidemment d'un genre complètement différent d'une structure de même type A est à B, ce que C est à D, comme les dentistes sont aux dents, ce que les cardiologues sont au cœur. Bon, quelque chose qu'on va expliquer, je sais pas, peut-être dans ce sens-là... c'est un peu bizarre. J'aurais dû mettre plutôt les cardiologues sont au cœur, ce que les dentistes sont aux dents, en imaginant un enfant qui sait ce que c'est qu'un dentiste, mais qui ne sait pas ce que c'est qu'un cardiologue, hein, par exemple. Il y a plus de chances que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Bon, bref, peu importe. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas du tout cette dimension figurative qu'on a là. Enfin, la fonction qu'on peut appeler discursive ou argumentative, hein, j'ai écrit ici discursive, mais on pourrait aussi bien dire argumentative. Là, l'idée, c'est qu'on va utiliser l'analogie, comme dans cet exemple-là, pour montrer quelque chose, pour convaincre éventuellement, pour faire comprendre. Hein. Donc par exemple, dans l'analogie didactique, l'analogie est utilisée dans un but de simplification pour faire comprendre ce que sont les fanons de la baleine, hein, donc ce qu'il y a dans la bouche de la baleine. Hein, les fanons de la baleine sont comme une épuisette. D'accord ? Là, on a une analogie entre les fanons de la baleine et l'épuisette pour expliquer. Un autre genre d'analogie argumentative, du à Proudhon, la liberté est un droit absolu parce qu'elle est à l'homme comme l'impénétrabilité est à la matière une condition sine qua non d'existence. Donc ici l'argument c'est que la matière est comme la matière a comme propriété obligatoire l'impénétrabilité, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas mettre deux corps en même temps au même endroit, eh bien, comme la matière est caractérisée fondamentalement par l'impénétrabilité, l'homme est caractérisé fondamentalement par la liberté. D'accord ? Bon, c'est pas un argument, enfin, on
pourrait discuter, mais c'est simplement un exemple pour illustrer cette fonction discursive de l'analogie. Alors, évidemment, ces fonctions peuvent être combinées. Hein, c'est ça qui est intéressant. Dans cet exemple-là, mais j'aurais pu le faire aussi avec d'autres que j'ai indiqués précédemment, on a à la fois de la catégorisation ou de la recatégorisation due à l'analogie, de la figuration et bien sûr une argumentation. Alors l'exemple est emprunté à La Rochefoucauld. La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits, et il y donne un lustre qui s'efface aisément et qui ne revient jamais. Ouais, une jolie phrase qui donc indique bien. Alors, recatégorisation, pourquoi? Parce que on voit la relation entre l'amour et la nouveauté, hein, comme une relation entre des fleurs et des fruits. D'accord ? La nouveauté par rapport à l'amour et comme les fleurs par rapport aux fruits. Donc il y a une sorte de recatégorisation de l'amour. L'amour est vu comme un fruit. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle la partie recatégorisation, qui est la base de l'analogie. Hein. On fait une analogie entre l'amour et les fruits. Bien. Ensuite, cette analogie, elle est développée. Alors, évidemment, la phrase s'arrêterait juste après fruits. Je pense que ce serait un peu énigmatique. Hein. D'ailleurs, ce serait marrant de faire le test, hein, de dire à des gens la grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits. Pourquoi? Donc, cette analogie est quand même un peu obscure, donc elle justifie qu'il y ait une sorte d'explicitation après coup, qui va éclairer rétrospectivement le texte antérieur. Bien. Là, le fait que la relation de recatégorisation porte sur des fruits produit une figuration. Hein. On voit la relation entre les fleurs et les fruits plutôt que de voir quelque chose d'abstrait comme l'amour. D'accord, hein. La figuration, là, elle renvoie quand même bien à quelque chose d'un peu concret par rapport à cette dimension abstraite de l'amour. Et puis, il y a une argumentation, puisque évidemment, toutes ces procédés de recatégorisation, de figuration, visent à montrer quelque chose, et donc il y a bien une dimension argumentative. Voilà donc comment va se situer l'analogie ici. Je vais la voir comme je vais voir, disons, l'argumentation comme une des fonctions possibles de l'analogie. On peut utiliser l'analogie pour argumenter. On peut l'utiliser pour autre chose. Hein. Quand on fait simplement de la catégorisation, on ne l'utilise pas pour argumenter. Dans le cas de l'iconicité, on peut utiliser de l'iconicité pour argumenter, mais ce n'est pas obligé. Hein. La fonction argumentative est vue comme distincte, disons, méritant au moins d'être examinée séparément. Alors, voyons maintenant comment les spécialistes de l'argumentation voient tout ça. Alors, je vais passer par un examen de quelques bases, disons, de l'argumentation. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes peu familiers avec cette thématique, je vous signale qu'il y a deux références dans la période contemporaine. Hein. Je ne parle pas du tout, parce que alors là, il faudrait des heures, hein, de l'argumentation de Aristote à Quintilien jusqu'à... Ah, bref. Donc je parle uniquement de la période contemporaine. Alors, la date à retenir, c'est 1958, qui est la date de parution de deux ouvrages qui sont vraiment les deux ouvrages de base de toutes les études actuelles sur l'argumentation, qui sont l'ouvrage de James Perelman et Lucy Olbrecht-Titeka, Traité de l'argumentation en français, et The New Rhetoric en anglais, donc la nouvelle rhétorique, hein,
Perelman, on en reparlera tout à l'heure un peu, mais a renouvelé, a fait revivre le concept de rhétorique, la notion de rhétorique qui avait un peu disparu. Et puis la deuxième référence, la même année, 58, The Uses of Argument de Toulmin, qui est un autre modèle de base de l'argumentation. Alors, je vous signale aussi, parce que c'est très récent, ça a apparu à la fin de l'année dernière, enfin, ou je ne sais plus, enfin dans le courant de l'année dernière, fin de l'année dernière, un gros dictionnaire de l'argumentation de Plantin, de Christian Plantin, qui a le mérite de reprendre, sur à peu près n'importe quelle question qui a à voir avec l'argumentation, il redonne les références de base, la bibliographie, les explications nécessaires. C'est un outil très très utile pour aujourd'hui, en langue française, pour qui s'intéresse un petit peu à la question de l'argumentation. Donc c'est ça que je vais pas mal utiliser aussi. Je vais justement, ce que j'ai fait pour préparer cette réflexion, c'est que j'ai regardé à peu près tout ce qui concernait l'argument par analogie dans ce dictionnaire. Alors, comment est-ce qu'on définit le champ de l'argumentation ? Bon, passons sur la grande citation là, qui indique simplement qu'on pourrait étudier l'argumentation d'une manière un peu psychologique. Le champ de l'argumentation, pour Perelman tout au moins, parce qu'il y a différentes façons de voir la chose, l'objet de la théorie de l'argumentation, c'est l'étude des techniques discursives qui permettent de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment. Donc vous voyez que là, c'est une rhétorique qui est orientée sur le fait de convaincre son auditoire. D'autres conceptions de l'argumentation vont être beaucoup plus dans l'interaction, etc. On va voir ça avec ce schéma qui résume, disons, c'est un schéma qu'on trouve dans le DA, c'est le dictionnaire de l'argumentation de Plantin, qui résume, disons, les grandes rubriques, les grands types d'approches de l'argumentation. Alors, vous pouvez voir l'argumentation d'un point de vue purement psychologique, comme une activité de pensée, une étude du raisonnement, mais qui n'est pas langagière ou linguistique. Si vous la voyez comme une activité langagière, en même temps forcément cognitive, soit vous la voyez comme une activité généralisée, soit comme une activité localisée. Généralisée au sens où, par exemple, on va s'intéresser à la forme de la langue, c'est-à-dire le fait que la langue elle-même, dans ses mots, dans sa structure, comporte des éléments argumentatifs. Ça renvoie assez spécifiquement aux travaux de Ducrot, Anscombe, etc., sur ce qu'on appelle l'argumentation dans la langue. Quand vous utilisez des mots comme « mais », etc., ça oriente l'argumentation. Je sais pas, je me souviens plus des exemples précis, mais si vous dites elle était belle mais bonne dans un conte, évidemment ça oriente l'argumentation vers le fait que, enfin il y a d'abord tout un présupposé sur le fait que si on dit mais, c'est qu'on s'attend à ce que la beauté soit plutôt liée au contraire de la bonté. Bon, enfin, bref, je passe. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser l'argumentation qui est dans les mots eux-mêmes, et en particulier dans certains mots grammaticaux. Dans la forme de tout discours, c'est-à-dire là, si vous voulez, c'est vraiment l'approche discursive au sens large de l'argumentation. N'importe quel discours a des structures qui peuvent plus ou moins orienter l'argumentation de tel ou tel côté. Ensuite, l'activité langagière cognitive peut être localisée, c'est-à-dire au lieu qu'on étudie l'argumentation de manière très générale, on l'utilise soit, disons, dans une optique plutôt monologale, dans un sens large, on va voir, ou dans une optique plutôt dialogale. Alors, l'optique monologale, c'est soit
on examine un discours, je veux dire l'argumentation qu'il y a dans un discours, hein, la logique des arguments, d'accord, dans un discours, sans se préoccuper du fait que ce discours est adressé à quelqu'un, ou bien dans une perspective dialogique, mais en se préoccupant uniquement de la manière de dire d'une des personnes, sans entrer dans ni le fait que cette personne qui parle se préoccupe des réactions d'autrui, interagit avec les réactions d'autrui. Non, on s'intéresse uniquement, d'accord, on est dans une situation de dialogue, mais comment est-ce que, dans une situation de dialogue, je dois bien construire mes arguments pour essayer d'être convaincant, a priori, comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on dit monologal, dialogique, parce qu'il y a quand même un dialogue, mais on se place du point de vue uniquement de l'orateur, sans autre... enfin, disons, et surtout, donc, pour Plantin, ici, dans une perspective, donc, du bien-dire. Alors, l'activité langagière cognitive peut être franchement dialogale, hein, donc avec ou sans structure d'échange. Donc, avec structure d'échange, là, vous voyez que vous avez l'interaction et les logiques de dialogue, logique dialogale. Donc là, on va étudier comment un argument est toujours pris en interaction avec un autre, etc. Et puis là, on va voir l'autre, mais comme quelqu'un à qui on s'adresse, on va tenir compte, non pas de l'interaction, mais on va tenir compte de l'autre pour l'influencer. Hein, alors que dans le cas précédent, là, l'autre, on n'en tient pas compte. On se préoccupe juste de bien dire les choses pour quelqu'un en général. D'accord ? Alors, Perelman, il se situe dans cette optique-là, hein, plutôt dans une rhétorique de la persuasion. C'est ainsi qu'on peut le situer dans ce schéma général de l'argumentation. Maintenant, voyons un peu les paramètres de base de l'analyse argumentative. Le schéma de base de l'argumentation, de la communication argumentative, c'est le suivant. Vous avez un orateur qui a une certaine opinion à défendre. Il utilise des arguments qui sont transmis à un auditoire. Hein, et l'orateur, tient compte de son auditoire aussi quand il produit des arguments. Donc, il y a une opinion et puis un contexte de réception des arguments par l'auditoire. Autre conceptualisation des rapports fondamentaux de l'argumentation, la distinction entre ethos, logos et pathos, qui est une distinction très usuelle, qui vient d'Aristote. Hein, je vous donne ici une citation de Perelman qui vient d'un autre livre qui s'appelle L'Empire rhétorique. Les propos de l'orateur donnent de lui une image dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. Aristote la considérait sous le nom d'éthos oratoire comme une des trois composantes de l'efficacité dans la persuasion. Les deux autres étant le logos et le pathos, l'appel à la raison au moyen d'arguments et les procédés rhétoriques visant à susciter les passions de l'auditoire. Donc, vous voyez que chacune de ces polarités, logos, ethos, pathos, correspondent à un des aspects, un des sommets de ce triangle que j'ai indiqué tout à l'heure. Hein. Le logos correspond aux arguments, le pathos à la centration sur l'auditoire et l'ethos à l'image de l'orateur. Alors, d'une manière plus dynamique, voici comment Toulmin, dont je vous parlais tout à l'heure, présente le schéma de base qu'on appelle donc un modèle, hein, le modèle de toute argumentation. Donc, on a une donnée de départ, par exemple, Harry est né aux Bermudes. Et puis, on a une conclusion d'une argumentation qui va être Harry est un sujet britannique. Bien. Alors, pour passer de cette donnée à cette conclusion, on se fonde, en fait, en gros, les arguments, ça va être toujours des questions de loi de passage d'une donnée à une conclusion. Je pars de quelque chose, il faut d'abord se mettre d'accord sur un point de départ. Hein. Ça, Perelman insiste bien là-dessus. Dans une argumentation, il faut être d'accord au moins sur un point de départ, sinon c'est même pas la peine de parler, il faut un minimum de points de départ. Et ensuite, une fois qu'on a un point de départ, on va ailleurs, on part de cette donnée pour aller vers une conclusion,
en utilisant plus ou moins explicitement une sorte de loi de passage. Hein. Alors, cette loi de passage, elle est fondée sur ce que Toulmin appelle une garantie. Donc voilà, pourquoi je peux argumenter que Harry est sujet britannique si je sais que Harry est né aux Bermudes? Eh bien parce que quand on est aux Bermudes, on est un sujet britannique. Les gens qui naissent aux Bermudes sont automatiquement britanniques. Donc je peux me fonder sur cette connaissance, mais cette connaissance elle-même, elle a un fondement. Hein. Donc cette garantie a un fondement. Hein, G, c'est ce qu'on peut appeler la garantie. Ouais. Et F, le fondement. Donc le fondement de cela, c'est le droit, hein, c'est la loi qui fait qu'aux Bermudes, on devient sujet britannique. Donc normalement, si on est né aux Bermudes, compte tenu de cette garantie, on a le droit de dire que Harry est sujet britannique. Mais il y a ici une sorte de modélisation, qu'on appelle aussi le quantifieur, qui peut conduire à amener des réserves. Hein. Des réserves ou des éléments réfutatoires, sauf si, par exemple, les deux parents étaient étrangers, ou alors si c'est fait naturaliser. Hein. Donc dans ce cas-là, il est peut-être né aux Bermudes, mais il est possible qu'il ne soit pas sujet britannique. Mais normalement, si vous voulez, les deux choses ne sont pas sur le même plan. Hein. Il y a une loi générale qui est que quand on est né aux Bermudes, normalement on est britannique, mais il peut y avoir, d'un point de vue circonstanciel, des modalisations, ouais, des réserves. Alors voilà un exemple d'application de ça, sur très simplifié, hein, puisque toute la dimension des réserves a été enlevée là. La France est un État monarchique où le roi a le droit de veto, et la conclusion c'est qu'il faut supprimer le veto, le royal, et la garantie c'est que ce veto contrevient au principe d'égalité et de fraternité, est un outil de mépris du peuple, le fondement serait la philosophie des Lumières. Voilà, c'est un petit exemple parmi de nombreux autres de l'application de ce modèle. Alors maintenant, il y a le problème qui est un peu le casse-tête de toutes les théories de l'argumentation, qui est la typologie des arguments. Alors, il y a des grands types d'arguments, des grandes familles. Alors voici par exemple Philippe Breton, un autre spécialiste très reconnu des questions d'argumentation, qui dit la chose suivante. Voilà, il y a quatre grandes familles d'arguments. Hein. Les arguments d'autorité, les arguments analogiques, de cadrage, de communauté. Alors voici comment il les définit. L'argument d'autorité, c'est l'argument qui est considéré comme acceptable parce que quelqu'un de confiance la soutient. Alors, on voulait parler de l'éthique, Aristote a dit que... Mais ça peut être dans des circonstances tout à fait ordinaires, je sais pas moi, pour les attentats, etc. Si on a une information qui vient de la police, de la préfecture de police, je ne sais plus comment il s'appelle, la personne qu'on voyait tout le temps aux informations dire ce qui s'était passé, hein, là il y a un argument d'autorité parce que on délègue son savoir à quelqu'un qui a connu. Bon, c'est plus ou moins... enfin bref, voilà, c'est un type d'argument. Les arguments de communauté, ils reposent sur des présupposés communs. Hein, tout le monde pense ça, enfin voilà, donc on est d'accord, etc. Donc c'est là-dessus que va reposer l'argument de communauté. L'argument de cadrage, c'est simplement l'idée qu'on va amplifier certains aspects d'une réalité et minorer d'autres aspects. Hein, on va forcer une représentation des choses qui met en valeur certains aspects et pas d'autres. Et puis les arguments d'analogie qui vont nous intéresser après, c'est l'établissement donc entre deux zones du réel qui étaient disjointes, d'une correspondance qui va permettre de transférer à l'une les qualités reconnues à l'autre. L'opinion que l'on veut défendre peut être mise en rapport avec une opinion ou une réalité qui, elle, est déjà admise par l'auditoire. L'analogie est souvent frappante
donc elle favorise l'adhésion. Alors vous voyez ici, on a bien une définition qui correspond assez à ce qu'on avait dans l'exemple tout à l'heure du burkini. Hein, quand on dit qu'il y a une analogie entre le burkini et les maillots de bain anciens, on veut dire que l'idée admise par l'auditoire, c'est qu'il existait des maillots de bain anciens qui étaient très bien admis par tout le monde, des maillots de bain qui couvraient tout le corps, pour les hommes et pour les femmes. Et donc, sur la base de cette réalité avec laquelle tout le monde peut s'accorder, on va mettre en rapport l'idée que ce maillot de bain qui ressemble à ces maillots de bain anciens est aussi justifié que ces maillots de bain d'autrefois étaient justifiés. D'accord ? Alors, la chose problématique ici, c'est de dire l'analogie est souvent frappante. Hein, ça veut dire quoi qu'elle est frappante ? C'est ça qui est en fait notre problème. Hein. Enfin, le mien en tout cas. C'est de comprendre pourquoi on peut être frappé par une analogie. Ce ne sont que des mots. Hein. Pourquoi tout d'un coup, certaines analogies vont emporter la conviction, même si après coup on se dit non, mais quand même vont avoir ce mouvement de nous emporter vers une conviction. Alors, vous voyez, quand on compare à une autre typologie, celle de Toulmin, voilà, il a des arguments par analogie, par généralisation, par le signe, par la cause, etc. etc. Donc vous avez, tous les auteurs ont chacun leur liste d'arguments qui va de quelques, vous voyez là, à peine une dizaine de grands types, jusqu'à parfois 50 types, hein, c'est très variable. Mais il y a toujours, dans les théories de l'argumentation, une rubrique pour l'argument par analogie. Alors maintenant, on va voir un peu comment ça se passe chez Perelman. Alors je vais vous donner d'abord un petit aperçu, j'espère que ça va mieux marcher que tout à l'heure, avec une présentation que j'ai trouvée sur internet qui est pas mal faite, je trouve, en 2 minutes, hein, en anglais. I hail with enthusiasm Perelman and Obrek-Titica's call for the inclusion of new rhetoric in every man's humanistic education, said Professor Douglas H. Parker of Chaim Perelman. Born in Poland in 1912, Perelman is one of the foremost Jewish rhetoricians. Affected but undeterred by Nazi Germany, Perelman developed the new rhetoric, a dense theory of argumentation, value, and audience analysis. As a philosopher, Perelman rejected logical positivism and the view that deduction holds the key to all truth. Instead, he advocated for a quasi-logic in which persuasion takes into account different definitions of categories and understandings of phrases. He argued that value is central to epideictic speaking, and that it is necessary for the speaker to be able to relate to the audience according to society's values. This is called communion. This departed significantly from his contemporaries, who focused on strict, logic-centered persuasion. Instead, Perelman advocated for shared understanding as both the product and the prerequisite of rhetoric. Central to Perelman's work is the concept of the universal audience. He argued that all audiences are constructed by the speaker. A universal audience is when the speaker assumes that they represent all rational beings in humanity. A rhetorician would appeal to the universal audience through fact and truth. On the contrary, the particular audience is that of a single group of people which share values. For a particular audience, one should appeal to those commonly held values. When the arguments of the speaker and the understandings of the audience coincide, they achieve adherence. This was revolutionary in rhetoric. Perelman allowed for emotive insight rather than stale semantic squabbles. He created a system in which value is always evolving, and therefore, so is the relationship between the speaker and the audience. Voilà, alors ce que je retiens principalement de cette brève présentation, vous pourrez la réécouter si vous voulez sur le site du cours, c'est d'une part le refus du logicisme. Hein. Ça c'est quelque chose de très net chez Perelman. L'idée c'est que, il y a la logique pour les mathématiques, mais dans le langage, l'argumentation,
n'a pas reposé sur des principes logiques. Les réductions logicistes sont insuffisantes parce qu'il faut une logique particulière pour traiter du langage et de l'argumentation dans les langues. Donc c'est pour ça qu'il parle d'arguments quasi-logiques. Bon, la petite présentation aussi vous donne des indications sur l'auditoire universel, l'auditoire spécifique, etc. Bon, ça, ce sont des notions importantes, mais qui ne nous concernent pas forcément directement ici. Donc je laisse tomber. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sa typologie des arguments, de ce qu'il appelle la typologie des schèmes, qui correspondent tout bêtement à des techniques argumentatives. Alors, voici ce qu'il dit. Les schèmes que nous cherchons à dégager, et que l'on peut aussi considérer comme des lieux de l'argumentation, parce que seul l'accord sur leur valeur peut justifier leur application à des cas particuliers, se caractérisent par des procédés de liaison et de dissociation. Alors, notez ici que le point tout à l'heure, je disais, il faut un point de départ commun pour une argumentation. Pour pouvoir discuter de quelque chose, il faut qu'il y ait au moins une base commune, et puis à partir de là, on va quelque part. Mais il faut aussi, ce qu'indique cette première partie de la citation que je commente ici, c'est qu'il faut aussi que les lois de passage soient acceptées, soient communes. Et c'est ça qui va poser problème avec l'analogie. Donc, nous entendons par procédé, donc deux types de procédés, des procédés de liaison et des procédés de dissociation. Nous entendons, je continue la citation, par procédé de liaison, des schèmes qui rapprochent des éléments distincts et permettent d'établir entre ces derniers une solidarité visant soit à les structurer, soit à les valoriser positivement ou négativement l'un par l'autre. Nous entendons par procédé de dissociation des techniques de rupture ayant pour but de dissocier, de séparer, de désolidariser des éléments considérés comme formant un but ou du moins un ensemble solidaire au sein d'un même système de pensée. Alors, en fait, dans le traité de l'argumentation, les arguments de dissociation sont traités complètement à part, séparément. Ici, on a l'impression que c'est très symétrique, mais pas du tout. Et au fond, on va les laisser de côté parce que, d'une certaine façon, et d'ailleurs Perelman le dit à certains moments, ces arguments d'association et de dissociation sont un peu deux faces des mêmes procédés. Alors, voici la liste des schèmes qu'il inscrit dans ces trois grands groupes, enfin, disons, dans les trois grands groupes des procédés de liaison. Encore une fois, je laisse de côté les procédés de dissociation. Donc, vous comprenez, ça n'est rien de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un argument, c'est passer d'une donnée à une conclusion. Donc les arguments, là ici, les procédés de liaison, ça va être comment on lie le point de départ, enfin la donnée, à la conclusion. Les arguments de dissociation, grosso modo, ils consistent à montrer à son interlocuteur que là où il croit qu'il y a une seule chose, il y en a deux. C'est typiquement, en apparence, oui, il y a une seule chose, mais en réalité, il faut séparer A et B. Alors, ces procédés de liaison sont classés en trois grands groupes. Les arguments quasi-logiques, qui renvoient à des arguments, on va le voir en détail après, mais qui ont dont le caractère démonstratif, si vous voulez, vient de leur forme. Par exemple, la transitivité, la réciprocité. Les arguments basés sur la structure du réel, c'est-à-dire dans la réalité, ceci cause cela, donc je m'appuie sur cette réalité pour en tirer quelque chose. Et puis les arguments qui fondent la structure du réel, là, c'est plutôt des rapprochements qu'on va faire et qui vont permettre de percevoir la réalité d'une certaine façon. Et c'est là que va se situer le raisonnement par analogie, comme vous le voyez. Alors, je vais donner un petit aperçu de chacun de ces grands types d'arguments. D'abord, les arguments quasi-logiques. Alors,
voici donc une petite citation qui précise un peu ce que je disais tout à l'heure pour les introduire. Ils prétendent à une certaine forme de conviction dans la mesure où ils se présentent comme comparables à des raisonnements formels, logiques ou mathématiques. Mais voyez bien, comparables. Hein. Pour Perelman, on ne réduit jamais une argumentation en langue à des implications logiques. Donc, comparables à des raisonnements formels, logiques ou mathématiques, ils tirent leur force persuasive de leur rapprochement avec ces modes de raisonnement incontestés. Alors, par exemple, hein, voyez, ce qu'il est honorable d'apprendre, il est honorable aussi de l'enseigner. Ici, on a bien une réciprocité entre apprendre et enseigner. Point de mère, point d'enfant, entre eux les devoirs sont réciproques, et s'ils sont mal remplis d'un côté, ils seront négligés de l'autre. La transitivité, c'est le fait que, un exemple tout bête, hein, si Pierre est plus intelligent que Paul et Paul plus intelligent que Jacques, Pierre est plus intelligent que Jacques. Si je veux démontrer que Pierre est plus intelligent que Jacques, je me base là-dessus, c'est un argument qui est reconnu comme valable parce qu'il a une certaine reconnaissance formelle. Hein. Le rapport entre la partie et le tout, alors exemple de Locke, rien de ce qui n'est pas permis par la loi à toute l'Église ne peut, par aucun droit ecclésiastique, devenir légal pour aucun de ses membres. Hein. S'il y a des lois pour toute l'Église, il y a pas, certains membres, comme ils font partie de l'Église, comme ils sont partie du tout, doivent respecter cette loi. Ils n'en sont pas en dehors, même s'ils sont des membres éminents ou je ne sais quoi. La comparaison, le crime est le même, ou de voler l'État, ou de faire des largesses contraires à l'intérêt public. Bon, là, on pourrait discuter plus longuement, mais peu importe. Alors, deuxième grand type d'arguments, les arguments basés sur la structure du réel. Hein. Donc, là, on ne va pas s'appuyer sur quelque chose de formel, mais sur une connaissance de la réalité qui va donner une connaissance... qui va être utilisé pour argumenter. Alors, exemple de Bossuet, que donne Perelman, hein, c'est un exemple que donne Perelman. Le temple de Dieu chrétien a 2 places augustes et vénérables. Donc c'est un argumentaire qui vise à montrer aux fidèles qui vont à l'église qu'il faut écouter les prédicateurs, hein, ça plaide en faveur des prédicateurs, donc celui qui dit la messe. Le temple de Dieu chrétien a 2 places augustes et vénérables, je veux dire l'autel et la chaire. Hein, donc l'autel, c'est l'endroit dans l'église où on va communier, c'est là où le fidèle est dans une relation, assez directe avec le divin, puisque dans la croyance de la religion catholique, manger l'hostie, c'est manger le corps du Christ, etc. Hein, bon. Donc, ça c'est l'autel. Et la chaire, c'est l'endroit où se situe le prêtre qui va prêcher, hein, ou qui va, le prédicateur. Il y a une très étroite alliance entre ces 2 places sacrées, et les œuvres qui s'y accomplissent ont un rapport admirable. Donc là, c'est la réalité qui est posée. Alors, bien sûr, hein, c'est de la réalité si vous voulez, dans la mythologie chrétienne, hein, mais pour des chrétiens, c'est une réalité. D'accord ? Et c'est là-dessus que s'appuie Bossuet, il y a un lien fondamental. Les 2 choses sont indissociables et sont importantes, l'autel et la chair. Ça, c'est le point de départ réel, en quelque sorte, hein, ce qui tient lieu de réalité de départ. C'est à cause de ce rapport admirable entre l'autel et la chair que quelques docteurs anciens n'ont pas craint de prêcher aux fidèles qu'ils doivent approcher de l'un et de l'autre avec une vénération semblable. Celui-là n'est pas moins coupable, qui écoute négligemment la sainte parole, que celui qui laisse tomber par sa faute le corps même du Fils de Dieu, le corps même du Fils de Dieu. Donc le corps même du Fils de Dieu, c'est-à-dire l'hostie, hein, par exemple. Donc vous voyez que ici, pour montrer que le fidèle chrétien doit être attentif à la messe, il y a tout un argument qui se fonde sur l'idée que la chair et l'autel sont également honorables, vénérables. Bon, et puis l'argument pragmatique, c'est l'idée que dans la réalité, on va voir quelles sont les conséquences de certaines actions. Exemple, on ne pourra jamais établir ou sauvegarder la paix et la sécurité, ni même la simple amitié entre
homme, aussi longtemps que prévaudra l'opinion que le pouvoir est fondé sur la grâce et que la religion doit être propagée par la force des armes. Alors maintenant, la catégorie d'arguments qui va nous intéresser, mais il fallait quand même situer cela dans un ensemble plus vaste, les arguments qui fondent la structure du réel. Alors, il y a le fondement par le cas particulier d'une part, le raisonnement par analogie d'autre part. Donc le fondement comme cas particulier, on va le voir ensuite tout à l'heure en détail, mais l'exemple qui est donné par Perelman est le suivant, un des exemples donnés par Perelman, parce qu'il en donne à chaque fois plusieurs, qu'il commente. Lorsque sont donnés deux termes de même nature, mais que l'un est plus connu que l'autre, il y a exemple. Ainsi, pour montrer que Denis conspirait en vue du pouvoir tyrannique lorsqu'il demandait une garde, c'est-à-dire une protection, enfin une garde, une milice, si vous voulez, on allègue que Pisistrate, lui aussi, visant à la tyrannie, demanda une garde, et qu'après l'avoir obtenue, il devint tyran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout cela ? Eh bien, on se fonde sur un exemple ancien. Pisistrate, autrefois, a demandé qu'on lui attribue une milice, demander une garde, et une fois qu'il a eu sa milice, il est devenu un tyran. Ça, c'est un exemple ancien. Ben, on se fonde sur cet exemple pour dire il ne faut surtout pas donner une garde, donc une milice, à Denis, parce que sinon il va faire comme Pisistrate. Bien. Donc ça, c'est un fondement par le cas particulier. Mais vous allez voir que ça, ce fondement par le cas particulier, c'est déjà de l'analogie. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et enfin, le raisonnement dit par analogie, il nous semble que sa valeur argumentative, voilà, elle est présentée par Perelman d'une manière très classique, à étaler ce que c'est étalé, et puis il donne l'exemple célèbre d'Aristote, de même que les yeux des chauves-souris sont éblouis par la lumière du jour, ainsi l'intelligence de notre âme est éblouie par les choses les plus naturellement évidentes. Du point de vue de la terminologie, les éléments AB, donc ici l'intelligence de l'âme ou l'évidence, sont appelés le thème, et puis les éléments CD correspondent au fort, les yeux de la chauve-souris, la lumière du jour. Donc, dans la terminologie de l'analogie que je vous ai donnée au début de l'année, c'est plutôt la source, ici CD, et la cible AB. Et un point important, en principe, le fort est mieux connu que le thème. La source est mieux connue que la cible. Puisqu'on se base sur du mieux connu pour connaître du moins connu. Alors maintenant, on peut entrer dans le détail de l'argumentation par analogie. Et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, quand on regarde bien dans le dictionnaire de Plantin, donc je vais utiliser ici assez systématiquement, on trouve toutes sortes de descriptions. Bon, il y a l'aspect formel, je passe, il revient à dire que, au fond, analogie, revient à dire que il n'y a pas de différence entre être analogue et se ressembler, mais simplement qu'en français, analogie c'est le nom, et ressembler c'est le verbe qui correspond à analogie. Alors, vous voyez qu'ici la perspective est complètement différente, elle écrase deux niveaux que, pour ma part, je tiens à séparer entre le plan de la similarité et de l'analogie. Si on dit que la ressemblance c'est pareil, on ne voit plus le processus qui est propre à l'analogie, qui est de partir d'une ressemblance ou d'une similarité ou d'une similitude pour créer de l'identité. D'accord ? Donc ça pose un peu un problème. Bon, on peut essayer d'expliquer les analogies. Voilà, des choses sont analogues. Pourquoi ? Parce que au XVIe, on expliquait que la création divine était faite de telle façon que ceci était en analogie avec cela. Pour la médecine, par exemple, ça c'est très connu et bien commenté dans, vous savez, chez Michel Foucault, dans Les mots et les choses, où il
prend toutes sortes d'exemples de la médecine du XVIe qui va, par exemple, partir de l'idée qu'une telle fleur a la forme d'un œil, donc on va faire des infusions de cette fleur pour soigner les maladies des yeux. Hein. Et s'il y a une similarité entre cette fleur et l'œil, et que cette fleur guérit l'œil, c'est que Dieu a fait en sorte que les hommes puissent se rendre compte que la fleur était bonne pour l'œil. Hein, c'est ça l'idée qu'il y a une cohérence de la création divine qui expliquerait les analogies. Sinon, ça peut être l'imitation. Par exemple, Paul Venn explique que certaines des analogies entre Grèce et Rome viennent du fait que tout bêtement les Romains ont imité les Grecs. Il peut y avoir simplement une cause commune. Hein. Si A produit B, eh ben B va ressembler à A. Ça peut être, les deux choses peuvent se ressembler parce que elles sont l'œuvre d'un même auteur. Alors par exemple, des fantaisistes prétendent que si les Aztèques ont fait des choses qui ressemblent à des pyramides, c'est que en fait ce sont des Égyptiens qui les ont fabriquées. Bon, alors ces explications, on peut poser ce genre de questions, hein, pourquoi pas, mais par rapport à notre problématique, c'est pas très intéressant. Alors, quand on regarde quand même plus en détail quelles sont les formes argumentatives qui exploitent l'analogie, notez que Plantin ici indique que l'analogie est une des trois ressources argumentatives majeures avec la causalité et la définition. Mais en fait, on va voir tout à l'heure que la définition, ça fait partie aussi de l'analogie d'une certaine façon. Donc, au fond, voilà, il y a deux grands... Ça va être un peu le sens de ma conclusion, mais en gros, il y a deux grandes classes d'arguments ou de formes argumentatives. Bon, cette classification-là, c'est simplifié des trois grandes ressources argumentatives, causalité, définition, analogie. Elle n'est pas tellement développée ailleurs par Plantin. Enfin, en tout cas ailleurs dans le dictionnaire de l'argumentation. Donc, quand on observe les classements de l'analogie, enfin des arguments par analogie, il y a trois grands types, mais qui en incluent d'autres. Alors, il y a l'analogie catégorielle dans laquelle il y a l'exemple, l'analogie de proportion et l'analogie structurelle dans laquelle il y a la métaphore. Donc, en gros, il y a 5 cas. Analogie catégorielle, pour des choses qui appartiennent à la même catégorie, l'argumentation par l'exemple, l'analogie de proportion, l'analogie structurelle et la métaphore. Alors, je vais essayer de les parcourir. Donc, l'analogie catégorielle, c'est tout simplement entre deux êtres ou des classes qui appartiennent à la même catégorie. Alors, dans le vocabulaire de la rhétorique, c'est ce qu'on appelle un argument a pari, ou a comparationné. Et c'est une opération donc sur des classes, sur des taxonomies. Donc on peut distinguer soit, c'est la distinction que fait Plantin, deux formes de cet argument, selon qu'on a affaire à des individus ou à des classes d'individus. Alors quand on a affaire à des individus, l'argumentation à pari, ça renvoie à une relation d'appartenance, qui situe un individu dans un ensemble. Par catégorisation, c'est ça la catégorisation. Alors, Plantin distingue l'identité catégorielle de l'identité qu'il appelle circonstancielle, avec cette idée que dans certains cas, la similarité va être fondée sur des traits usuels, stables, et puis dans d'autres cas, sur des traits plus inattendus. Par exemple, dans le texte de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, Alice et le serpent peuvent être vus comme identiques du point de vue de la catégorie un être au long cou qui mange des œufs de pigeon, puisque Alice, dans ce passage, a un long cou, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, il y a un pigeon qui ne veut pas croire qu'elle est une petite fille, mais qui pense qu'elle est un serpent, et donc il veut manger les œufs de pigeon. Et il se fonde sur le pigeon se fonde sur cette propriété pour établir une similarité entre Alice et le serpent, entre une petite fille et un
Bien, donc effectivement, là, c'est complètement conjoncturel. Mais on peut pas, enfin, disons que c'est très compliqué de dire à quel moment on va être dans une identité circonstancielle, hein, ou pas. Est-ce que les traits sont essentiels? C'est difficile à dire, ça. Hein. Donc, c'est un peu fragile, cette distinction. Et puis, l'argumentation, par définition, elle renvoie aussi à la question de la catégorisation. Ça va être de dire, il est britannique, donc il doit boire du thé. Ça veut dire que mon argument, c'est la définition d'être britannique. Hein. Dans la définition d'être britannique, il y a le fait de boire du thé. Bon, on peut discuter, hein, mais en général. Donc, vous voyez bien que si je définis de cette façon-là l'argumentation par définition, c'est exactement la même chose que la définition par catégorisation. C'est puisqu'il appartient à la catégorie des Britanniques qu'il boit du thé. Bon. Et alors, quand on refuse une analogie de ce genre, eh bien, on va dire qu'il s'agit d'un amalgame. D'un amalgame entre deux choses qui appartiennent en fait à deux catégories différentes. Alors, comme tout à l'heure vous avez vu, j'ai distingué l'argument à pari qui porte sur des individus et qui porte sur des catégories. Alors, là encore, c'est une distinction très superficielle à mon avis. Bon, voici un exemple de raisonnement par égalité des cas. Si un parricide mérite la mort, il en va de même d'un matricide. Parce que matricide et patricide appartiennent au même genre meurtrier d'un parent. Bon, donc il y a bien une classe générale à laquelle les deux appartiennent. Mais au fond, qu'est-ce que ça change ? Ils sont dans la même catégorie, que ce soit des classes ou des éléments, ça ne change pas grand-chose à mon avis. Alors, la question de l'exemple, elle est beaucoup plus... Vous allez me dire, voilà, une argumentation par l'exemple. Mais dans la tradition rhétorique, ça a quand même toute une histoire et il y a toutes sortes de cas possibles d'argumentation par exemple qui sont illustrés ici par un schéma à partir donc de la rhétorique d'Aristote. Alors, dans la partie exemple, hein, là l'antimème, donc c'est, si vous voulez, le discours peut être scientifique ou rhétorique. Hein, bon, scientifique, il est fondé sur des preuves scientifiques, et rhétorique, il est fondé sur le discours. Sur le discours, on peut avoir affaire soit à de l'antimème, c'est-à-dire à des argumentations, à des syllogismes incomplets, enfin, soit à des exemples. Hein. Donc en gros, Aristote, il oppose exemple à antimème, c'est-à-dire soit j'argumente, c'est l'antimème, soit je donne un exemple. Vous voyez, enfin, ici, disons dans les perspectives plus contemporaines, on va considérer que dans les deux cas, on a de l'argumentation. Hein. Oui, c'est ça. Et quand on donne un exemple, on argumente. Voilà. Mais ici, il y a une distinction du point de vue formel entre argumenter par l'exemple et argumenter par l'antimème, c'est-à-dire le syllogisme incomplet. Un antimème, c'est simplement, on fait un syllogisme, mais il y a une des prémices qui manque. Bon, les argumentations quotidiennes sont comme ça. C'est vraiment, tous les exemples que j'ai donnés précédemment sont des antimèmes en fait, quand ce ne sont pas des exemples. Donc, l'exemple, il peut se fonder soit sur des faits antérieurs, soit sur des faits inventés. Et puis, quand c'est sur des faits inventés, on peut distinguer la parabole de la fable. Alors, je vais peut-être un peu passer parce que ça nous amène à détailler des choses qui ne sont pas indispensables. Simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'exemple, dans l'argumentation par l'exemple, c'est un exemple d'une catégorie, donc il y a encore l'idée de catégorisation sous l'exemple. Alors, deuxième grande, donc vous voyez, on a vu d'abord l'analogie catégorielle, donc qui inclut l'argumentation par l'exemple. Ensuite, on a l'analogie de proportion. Donc, l'analogie de proportion, c'est la structure à établir ce que c'est établi. Alors, un exemple d'argumentation qui est assez amusante, hein, qui est une argumentation de féministe. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Hein. Donc,
En gros, c'est une argumentation qui vise à dire que de la même manière qu'une bicyclette, enfin qu'un poisson n'a pas du tout besoin de bicyclette, une femme peut très bien se débrouiller sans un homme. Donc ici, on a une structure à établir, ce que c'est établi. Bon, il y a toutes sortes d'autres exemples possibles. Ce qui caractérise l'analogie de proportion dans le classement que propose Plantin, c'est simplement qu'on a explicitement A est AB, ce que c'est est AD, comme dans tous ces exemples. Et je peux donner un autre exemple Oui, allez-y. qui est du coup masculiniste, c'est Nicolas Bosé dans sa grammaire de 1767 qui dit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, donc couple AB, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, couple CD. » C'est ça? Oui, alors, c'est ça, voilà. Le masculin, au sens du sexe masculin, enfin mâle-femelle, quoi. Disons, le mâle est supérieur à la femelle, enfin non, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, le masculin est plus noble que le féminin, le genre masculin est plus noble que le genre féminin, parce que les mâles sont supérieurs aux femelles. Voilà. C'est en gros le genre d'argument qui a été utilisé au XVIIe siècle pour, notamment pour justifier l'accord en genre avec le masculin, la fameuse règle du masculin qui l'emporte. Mais ce qui est amusant vu d'aujourd'hui, c'est que c'est vraiment dit comme ça. C'est pas une plaisanterie. Alors, merci pour cet exemple qui est tout à fait pertinent et qui va dans le même sens. L'analogie de structurelle, alors on a un peu de mal à voir en quoi elle se distingue de la précédente. Simplement, elle n'a pas la structure explicitement A est AB, ce que c'est établi. Alors ce qui est intéressant en revanche, c'est la distinction qu'il fait entre dire A et B sont analogues et dire A est analogue à B. Alors, il prend l'exemple de crise économique. A et B sont analogues si je compare des crises économiques dans différents pays du monde ou dans différentes époques. Je peux le faire juste d'une manière complètement neutre pour comprendre le fonctionnement des crises économiques et faire un placement, une typologie des crises économiques en disant que celle-ci est analogue à celle-là et je vais faire des groupes de crises économiques. Bon. Je vais les classer. Mais si je dis A est analogue à B, au sens de dire la crise économique en Europe aujourd'hui est analogue à la crise des années 30, qui a provoqué ensuite une guerre, etc. Là, je vais le dire dans une argumentation qui va être orientée, et je ne serai plus du tout dans une simple typologie, mais dans une perspective argumentative réelle. Parce qu'au fond, le premier cas, c'est une comparaison qui, a priori, dans cette présentation-là, ne vise pas à argumenter grand-chose. Donc, cette analogie structurelle, elle permet de transférer les certitudes sur des domaines, sur certains domaines, dans d'autres domaines. D'accord ? L'analogie donne à penser mais ne prouve rien. La conclusion peut se révéler fausse. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Et c'est une certitude. L'analogie, ça n'est jamais un exemple, une démonstration probante. Jamais. Mais Jamais. non, jamais. C'est-à-dire, ça donne à penser, ça donne à voir, ça donne à percevoir des choses, et ça peut permettre de susciter l'adhésion, de faire comprendre. Mais on ne peut pas prouver des choses par analogie. On peut découvrir des choses par analogie. C'est-à-dire que... Bon. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette idée que ça donne à penser ou donne à voir.
Bon, et puis pour réfuter une analogie structurelle, il y a différentes techniques. Hein. Mais je passe parce que je ne vais pas avoir assez de temps. Sinon. Ça, c'est Perelman qui dit ça, la conclusion peut se révéler fausse. Non, ça c'est Plantin dans le dictionnaire de l'argumentation, page 57. Hein. L'analogie donne à penser mais ne prouve rien, la conclusion peut se révéler fausse. Oui, DA, ça abrège dictionnaire de l'argumentation. Enfin, la métaphore. Donc, alors vous allez voir que là, son approche de la métaphore est très différente de celle qu'on peut tirer à partir de ce que je vous ai dit de l'analogie au départ. C'est pour ça que c'était utile que je le rappelle. Comme l'analogie, la métaphore argumentative transfère le langage du domaine ressources vers le domaine problème. Alors, source et cible, hein. Lui, il utilise ressources et problèmes. Ça ne sert à rien, tout le monde décrit les analogies aujourd'hui en parlant de source et de cible. Mais alors que l'analogie maintient séparés les deux domaines, cette métaphore pousse à les identifier. Alors, vous voyez que ce qu'il définit comme étant la métaphore, c'est ce que je vous ai défini comme étant l'analogie en général. Donc, ce qu'on va... Enfin, la position que je vais défendre, moi, c'est que ce qui est particulier dans la métaphore, c'est que, justement, il y a cette fonction figurative de l'analogie qui va apparaître. Et cette fonction figurative, intuitivement, Plantin la sent bien, puisqu'il dit la force argumentative de la métaphore tient non seulement à ce que, comme l'analogie structurelle, elle introduit un modèle de la situation ciblée, mais en ce qu'elle pousse l'analogie jusqu'à l'identification. Mais ça c'est vrai dans les autres cas aussi. Hein. C'est en cela qu'elle produit un effet de restructuration du réel. Les êtres mutent de catégorie en recatégorisant radicalement les objets. La métaphore permet de leur appliquer tous les traits de la nouvelle catégorie. L'analogie est une invitation à observer le problème à travers la lunette de la ressource. La métaphorisation permet d'oublier la lunette. D'accord ? Bon, ça c'est une formule qui m'intéresse à cause de ce qu'elle renvoie en termes de vue, hein, d'image, de perception de la métaphore à travers la question de la vue. Le fait qu'il distingue analogie et métaphore avec l'idée que dans la métaphore on oublie la lunette, c'est tout simplement la même chose que la distinction entre la comparaison et la métaphore, hein, la métaphore qui n'a pas d'outil de comparaison, etc. Ça vient de là. Mais au fond, ça n'est pas, à mon avis, le point fondamental. Il n'y a pas de différence fondamentale de structure entre l'analogie et la métaphore. Du point de vue du processus, c'est un seul et même processus analogique. Simplement, il y a une fonction supplémentaire qui est la fonction figurative. Bon, vous remarquerez, c'est assez amusant, qu'il définit la métaphore par une métaphore de la lunette. Ça montre bien que c'est très utile, les métaphores. Alors, un exemple, mais bon, voilà, un exemple emprunté à un auteur latin qui, reprend cette argumentation d'Agrippa qui compare le rapport entre les sénateurs et le peuple au rapport entre l'estomac et le reste des membres du corps humain. Bon, ça n'a rien de très original, on peut passer. Alors, le bilan de l'ensemble des cas que je vous ai exposés est le suivant. On a d'abord l'analogie catégorielle, donc avec, on a vu l'argument à Paris qui est basé sur la comparaison de deux choses qui sont comparées parce qu'elles sont dans la même catégorie. L'argumentation par la définition, hein, c'était l'exemple britannique, voilà, il est britannique donc il boit du thé parce que j'ai une définition de britannique qui me permet d'argumenter dans ce sens-là. L'argumentation par l'exemple avec différents sous-cas que nous n'avons pas examinés mais qui appartiennent bien toujours à la même catégorie puisque ce qu'on va dire avec un argument par l'exemple, c'est dire que la situation dans laquelle on se trouve, on en a un exemple ailleurs, ça veut dire que la situation et l'exemple appartiennent à la même catégorie. Donc c'est en cela que l'argumentation par l'exemple appartient
aussi à l'analogie catégorielle. Bon, donc tous ces cas que je n'ai pas détaillés d'argumentation par exemple. On a vu ensuite qu'il y avait l'analogie de proportion de type A est à B, ce que c'est est à D. Et puis l'analogie structurelle, bon, au fond, on voit vraiment pas la différence avec l'analogie de proportion, à part la forme, mais dans la structure, c'est la même chose. Et la métaphore, qui donc se distingue par le fait qu'elle, pour Plantin, elle aurait cet effet d'aller vers l'identification, mais au fond, dans les autres cas aussi. Alors, ce qu'on peut repérer dans cette classification, c'est que on a, par rapport aux fonctions de l'analogie que j'ai données tout à l'heure et aux différentes paramètres descriptifs, tout cela, l'analogie catégorielle, l'argumentation à Paris, par définition, par exemple, renvoie à la fonction catégorisatrice de l'analogie, tout simplement. Les analogies de proportion et l'analogie structurelle, c'est simplement la différence entre la forme binaire ou proportionnelle de l'analogie. Et puis, dans le cas de la métaphore, on a affaire à ce qu'on a vu tout à l'heure comme étant la fonction figurale de l'analogie. Alors, maintenant, je ne vais pas avoir le temps d'examiner les exemples, donc on le fera peut-être à une autre occasion. Maintenant que vous avez tous les éléments, on pourra discuter. Ce que je dirais pour conclure, c'est d'abord que on peut émettre l'hypothèse suivante au sujet de l'argumentation par analogie, c'est qu'il y a, mais je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, on a le processus analogique qui tend à faire identifier deux choses. Par exemple, une chose actuelle et un exemple ancien, une chose actuelle, une chose de la même catégorie, etc. etc. Donc on fait comme si c'était similaire. Par exemple, l'exemple du thé et du consentement dans l'acte sexuel. On fait comme si c'était similaire. L'exemple du maillot de bain ancien et du burkini. On fait comme si c'était similaire. Donc ça, c'est la fonction. Simplement la fonction de base de l'analogie, c'est la définition même de l'analogie. Et puis, dans certains cas, il y a un effet d'image. Par exemple, l'exemple du consentement, du thé et du consentement, produit un effet d'image. Pourquoi ? Parce que, là, je vous propose mon analyse, mais là, j'aurais aimé, mais ce sera pour une autre occasion, en discuter avec vous, avoir votre impression sur cette petite vidéo, mais on le fera. Je vous promets qu'à une occasion, on le fera, parce que ça m'intéresse d'avoir votre vision des choses. Donc, mon idée ici, c'est que le consentement est une chose abstraite, alors que boire du thé, disons, forcer quelqu'un à boire du thé, refuser le consentement. Forcer quelqu'un à boire du thé, ça veut dire refuser le consentement. Refuser le consentement, c'est quelque chose d'abstrait. Forcer quelqu'un à boire du thé, c'est quelque chose de concret qu'on peut visualiser. Il y a une image frappante. Frappante non pas parce qu'elle est choquante, tout au contraire. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'image n'est pas choquante du tout. Elle est même très British. Elle est très, on boit du thé, etc. Il y a quelque chose de, voilà. Donc, d'une part, ça a l'avantage secondaire de faire en sorte qu'on parle d'un sujet grave et un peu tabou, le viol, la sexualité, avec quelque chose de très digne, de très qui a à voir avec la socialité, boire le thé, etc. Mais surtout, on fait apparaître l'absurdité du refus du consentement, avec alors on pourrait se poser toutes sortes de questions sur, en France, là, est-ce que la boisson idéale pour faire ce genre de vidéo, ce serait le thé ? Ce serait quoi ? Alors,
pas le vin, hein, parce que le vin, ça introduirait tout de suite des paramètres, peut-être le café, je ne sais pas. Dans d'autres civilisations, ce serait peut-être d'autres boissons. Peut-être que dans certaines civilisations où le thé est associé à des rituels plus particuliers, cet exemple ne marcherait pas du tout. Enfin bon, voilà, ce serait intéressant d'avoir vos avis justement là-dessus. Mais l'hypothèse théorique que je défends ici, sans l'avoir, c'est vraiment sans l'avoir expérimenté, il faudrait expérimenter ça d'une manière, disons, il faudrait un dispositif expérimental, c'est que il y a une fonction figurative. Encore une fois, c'est pas l'image, c'est pas le fait qu'il y ait des petits dessins, hein, c'est simplement dans le fait de dire, imagine que refuser le consentement, c'est comme obliger quelqu'un à boire du thé. Alors tout de suite, on imagine, bah oui, c'est complètement absurde, ça ne tient pas debout. Hein. Et c'est pour cette raison, à mon avis, à cause de cet effet d'image qui vient du caractère imageable, au sens vraiment qu'utilisent au sens des psychologues, qui parle de l'imageabilité des mots, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir des images mentales un peu concrètes des choses. C'est l'imageabilité de la situation qui va produire, qui va renforcer cette analogie et en faire une analogie efficace. Dans l'exemple du burkini, cette imageabilité, elle est moins forte, elle est moins intéressante. Mais on essaye de s'appuyer sur quelque chose d'ancien, de concret, etc. Mais il n'y a pas un effet de conviction et d'imageabilité aussi grand qu'avec l'exemple du thé. D'une manière plus générale, en fait, j'ai l'impression qu'on peut quand même classer l'ensemble des arguments à partir de la distinction entre similarité et contiguïté. Il y a tout ce qui relève de l'analogie, c'est presque. Et puis, de l'autre côté, tous les arguments fondés sur la contiguïté, c'est-à-dire des relations de succession, de cause, hein, par exemple, succession temporelle, ou de coexistence, hein, qui sont donc fondées sur la structure du réel. Alors, ce qu'on peut se dire, une autre chose un peu étrange quand même, je vous le disais tout à l'heure, dans le cas du burkini et dans plein d'autres cas, hein, les analogies sont des arguments qu'on utilise très souvent. Enfin, l'utilisation de l'argument par analogie. Je sais pas, pensez à votre propre expérience. Hein. Essayez de vous rappeler une situation dans laquelle vous avez vraiment discuté avec quelqu'un, mais discuté presque à vous disputer, à vraiment ne pas lâcher le morceau, comme on dit. C'est presque sûr que vous avez à un moment donné recouru à une analogie. À dire, mais c'est comme si tu disais que, etc. etc. Hein. On y vient très spontanément. Alors que, on sait parfaitement que ça n'est pas démonstratif. Hein, c'est quand même étrange. Donc on sait que ce n'est pas démonstratif, mais on sait que c'est efficace pour faire en sorte que l'autre voit les choses un petit peu comme nous. On pense que c'est efficace. Alors est-ce que ça l'est vraiment? Ça, je ne sais pas. Bon, et enfin, l'autre... donc, pourquoi on l'utilise? Moi, mon idée, c'est tout simplement que c'est parce que c'est un processus fondamental de la cognition humaine, l'analogie. Donc, on va beaucoup plus facilement recourir à ce type d'exemple dans des discussions ordinaires. Et puis, par ailleurs, l'intérêt de la... Mais ça, c'est un point que je n'ai pas du tout abordé, la question de la fluidité des processus analogiques. Ça permet aussi de rendre compte un peu de la dimension interactive de l'argumentation.